Bonjour tout le monde, bienvenue à ce nouveau rendez-vous de Folie douce. Ici Yvan Bugeaud. Dans quelques minutes, je reçois Hélène Fradet qui vient nous parler de la FAPAM. Plus tard à l'émission, notre collaborateur Jean-François Plouffe nous amène son sujet, l'autorisation judiciaire de soins, en santé mentale bien sûr. À l'Espresso et à l'Espresso allongé, le sujet que Pierre nous propose, c'est le perfectionnisme. Alors tout ça dans le menu de Folie douce cette semaine. On commence d'abord en chanson avec Dilarama et la chanson s'intitule « Saison estivale ». Bienvenue à Folie douce. Que vous soyez au boulot, dans l'auto, à moto ou à vélo, en manteau ou en speedo, vous écoutez Folie douce. J'accueille maintenant mon invité qui est Mme Hélène Fradet, directrice générale de la FAPAM. Bonjour Mme Fradet, bienvenue à Folie douce. Bonjour M. Bugeaud. Bonjour, alors c'est intéressant de vous parler parce qu'on a bien sûr un organisme qui est présent depuis très très longtemps. En fait, la FAPAM, on faudrait faire un historique, mais on va parler aussi d'un nouveau site, en fait, d'un nouveau nom qui est Réseau avant de craquer. On pourra parler de ça dans quelques instants, mais parlez-nous donc un petit peu de la FAPAM, justement, comment on peut décrire ce que c'est la FAPAM. En fait, la FAPAM existe depuis maintenant 32 ans. Il s'agit de la Fédération des familles et amis de la personne atteinte de maladie mentale. Et à l'automne 2017, on a changé de nom, donc pour le Réseau avant de craquer. Pourquoi ce changement de nom-là? Je vous dirais que c'est une décision qui a été préparée et échelonnée sur une période de 5 ans. On s'est rendu compte au fil du temps que la FAPAM, qui était bien connue au niveau politique, au niveau du partenariat, au niveau de la santé mentale, résonnait moins dans le milieu public, donc FAPAM 2F2M, que voulait dire la FAPAM. Et on a fait un focus group avec des familles et on s'est rendu compte que finalement, les familles qui se rendaient chez nous dans nos associations arrivaient justement avant de craquer parce que leur situation était vraiment difficile. Donc, on a mis il y a 5 ans en ligne un site web qui se nommait www.avantdecraquer.com et on s'est rendu compte que les gens s'associaient beaucoup à cette expression-là. Donc, 5 ans plus tard, on a décidé de changer de nom et de s'appeler le Réseau avant de craquer, d'autant plus que notre organisation comporte 39 associations à travers la province qui ont des noms différents, mais qui ont une mission commune, soit d'apporter du soutien aux membres de l'entourage qui ont un proche atteint de maladie mentale sévère. Donc, au départ, c'est ça, c'était vraiment de regrouper tout le monde, d'avoir un réseau provincial québécois, en fait, qui permet de se parler, de communiquer, c'est vraiment c'est important, le réseautage est important, surtout au niveau de la santé mentale. Oui, tout à fait. Je vous dirais que, non pas pour vous faire un historique très élaboré, mais suite au mouvement de la désinstitutionnalisation, à la fin des années 60, les familles se sont regroupées et elles ont commencé à se réunir et à former des groupes d'entraide. Et au fil du temps, elles ont fait des revendications politiques qui leur ont permis d'avoir des fonds publics pour mettre en place des associations de familles. Donc, au départ, ces groupes-là offraient des services qui se résumaient, je vous dirais, à des groupes d'entraide. Et au fil du temps, quand la fédération, elle, était financée, on a réussi de faire reconnaître finalement les besoins des familles, de sorte qu'aujourd'hui, le gouvernement du Québec investit 7 millions de dollars pour une offre de services aux familles à travers la province de Québec, qui déborde maintenant beaucoup plus que les groupes d'entraide. On offre maintenant des interventions psychosociales. Donc, les familles ont l'accès finalement à des intervenants qualifiés. Il y a des groupes d'entraide, des activités de formation et d'information. Donc, des petits groupes d'entraide qui ont émergé dans les années 70. Aujourd'hui, en 2017, on a des associations qui offrent des services professionnels aux familles. Quand on dit, c'est ça, réseau avant de craquer, c'est une grosse problématique. Les gens, souvent, des fois, il est comme assez tard quand les gens demandent de l'aide. Hein. C'est ça qui est un peu au niveau de la santé mentale. Je pense que c'est ça qu'il faut essayer de prévenir. C'est d'où le nom de votre réseau. Je pense que ça allait de soi, là. Oui, tout à fait. En fait, nous,
on aspire à rejoindre les familles au début du processus de la maladie, parce que, vous savez, d'abord, la maladie mentale a encore beaucoup de préjugés, et lorsque ça se présente dans la famille, il y a beaucoup de sentiments d'impuissance et de culpabilité qui habitent les familles. Elles se sentent très responsables, vivent beaucoup d'inquiétudes. Nous, on a travaillé beaucoup au fil des ans avec les équipes de recherche et il a été démontré que les familles qui ont un proche atteint de maladie mentale ont une détresse émotionnelle 3 fois plus importante que dans la population en général. Ce qui fait en sorte que ça se traduit pour nos familles par de l'anxiété, parfois des états dépressifs ou encore des périodes de découragement, de l'insomnie. Donc, à partir du moment où nous, on intervient, ça permet justement aux familles de retrouver un équilibre et de mieux comprendre la problématique de leurs proches. Depuis l'automne 2017, vous avez un nouveau porte-parole. Je pense qu'il y a eu beaucoup de gens qui se sont impliqués à travers les années. À l'époque, il y avait Rémi Girard qui a fait beaucoup de promotion justement pour votre réseau. Cette fois-ci, parlez-nous donc un peu de votre porte-parole. Oui, bien en fait, Jean-Philippe Dion, qui est un animateur et producteur bien connu au Québec, a accepté de devenir porte-parole de notre organisation pour faire suite, comme vous le dites, à Rémi Girard, qui était chez nous pendant 15 ans, M. Jean-Marc Chaput également, qui était avec nous 8 ans. Et Jean-Philippe est quelqu'un de très impliqué aussi. Oui, on le connaît sur une base publique et médiatique, mais il est le fils d'une mère qui a eu des problèmes de santé mentale et il a décidé d'en faire cause finalement notre organisation pour justement amener les familles à venir chercher de l'aide. Parce que lui, dès son enfance, il a connu finalement cette situation-là au niveau familial qui engendre beaucoup d'impact finalement au niveau de tous les membres de la famille. Oui, exactement. C'est ça. On a souvent négligé en fait l'entourage, mais effectivement, il y avait peu de services. Il y en a un petit peu plus aujourd'hui pour les familles, pour l'entourage. Mais comme vous disiez tantôt, c'est très souffrant aussi, là. Oui, puis le fait de venir chercher des services chez nous, évidemment, vous comprendrez que ça n'enlève pas tous les problèmes qui se présentent dans le quotidien. Mais nous, ce qu'on observe, c'est que puis les études le démontrent, lorsque les gens détiennent de l'information sur les maladies mentales, ça leur permet de mieux comprendre le problème. On est là également pour les aider à améliorer leur façon de communiquer avec leurs proches, ce qui permet aussi d'améliorer leurs relations et de développer parfois aussi de nouvelles attitudes qui vont les amener à apprendre à lâcher prise sur des éléments parce que, évidemment, la maladie mentale, il y a des périodes où les gens vont bien, des périodes où ils vont moins bien, puis il faut apprendre à composer dans cette dynamique-là. Oui, Mme Fred, oui. Oui, bien c'est ça. Donc, nous, on se rend compte que les familles qui viennent chez nous, bien, ils deviennent maintenant des éléments très positifs dans leur établissement de leurs proches. Mais comme ça, bien, ils font aussi partie de la solution. Oui. Ce que j'allais vous demander, en fait, Mme Fradet, c'est que comment on peut expliquer que la santé mentale qui touche tellement de gens, on a toujours l'impression qu'on a une mauvaise presse, que les médias, en général, vont aller chercher toujours le côté spectaculaire de la santé mentale quand il arrive un drame, ces choses-là, alors que c'est une maladie ce sont des maladies, plusieurs maladies qui touchent énormément de gens, mais on a toujours l'impression que c'est difficile à faire passer le message, contrairement à d'autres problématiques de santé. Oui, bien en fait, malheureusement, vous l'avez dit, lorsque les médias traitent finalement de cette problématique-là, c'est souvent associé à des drames humains qui sont passés où il y a eu des situations qui ont engendré de la violence. Et souvent, les gens, justement, maintiennent ces préjugés, ces tabous-là autour, justement, du fait que les maladies mentales sont souvent associées là, au phénomène de violence. Alors qu'on sait que les gens qui ont des troubles mentaux sont pas plus violents que les autres, mais quand il arrive un événement, évidemment, là, ça fait la une des journaux. La maladie mentale, je pense qu'on fait des pas. Notre société avance là en termes de démarches pour démystifier ce problème-là. Plusieurs personnes publiques maintenant ont affiché leurs problèmes, ce qui aide vraiment beaucoup. Et l'apport de quelqu'un public comme Jean-Philippe Dion
va assurément aider les familles à sortir de l'ombre. Il y a toujours une gêne, il y a toujours des préjugés. Et souvent, les familles, je vous dirais, considèrent qu'il faut régler le problème de leurs proches et que par ricochet, ça va régler tous leurs problèmes. Donc, il faut que les gens prennent conscience aussi qu'ils ont eux-mêmes des problèmes. Puis pour pouvoir aider, faut s'aider soi-même là, pour être bien en équilibre et bien avoir les outils nécessaires pour le faire. Oui, exactement. Mais il y a définitivement un tabou et on a l'impression que ça avance, mais il y a tellement de choses à faire. On a l'impression que c'est mal compris, la santé mentale, mais je pense que plus de gens vont s'impliquer, plus ça va être éventuellement, on va peut-être arriver à faire passer le message beaucoup plus, mais c'est difficile quand même. Là. Oui, parce que on a toujours un peu peur de ce qu'on connaît pas. Oui. Et à ce compte-là, il y a beaucoup d'éducation à faire. Puis je pense qu'on est sur la bonne voie, mais il faut être capable d'en parler ouvertement, publiquement et aussi de façon positive, pas toujours de façon négative comme on le voit trop souvent. Puis des entrevues comme on fait aujourd'hui, je pense que ça permet justement de faire un pas en avant à cet effet-là. Oui. Qu'est-ce qu'on peut conseiller aux gens, aux familles qui se retrouvent aujourd'hui, par exemple, avec un proche qui a des problèmes de santé mentale? C'est paniquant un peu, on ne sait pas trop quoi faire. Les gens devraient faire quoi, là? Bien sûr, aller chercher de l'aide au niveau des soins, mais pour avoir de l'aide, du soutien, qu'est-ce qu'on fait? Quelles sont les démarches? En fait, je vous dirais que nous, ce qu'on aspire, c'est que les familles, connaissent de plus en plus le réseau avant de craquer pour qu'elles puissent arriver chez nous le plus rapidement possible. Là, nous sommes en train d'établir des liens de collaboration avec les établissements de santé du Québec, de sorte que lorsque quelqu'un va se présenter à l'hôpital pour un problème d'ordre psychiatrique, la famille va être référée systématiquement vers nous. Je vous dirais que le principe conseil qu'on peut donner, évidemment, c'est d'arriver chez nous le plus rapidement possible. On a différents moyens pour accéder à nos services. Mais aussi, il faut que les familles rapidement puissent établir leurs limites pour qu'elles prennent soin d'elles-mêmes pour pouvoir accompagner l'autre. Parce qu'on peut rapidement tomber dans l'épuisement, puis quand on est épuisé, c'est difficile d'apporter un dans le rétablissement de la personne adulte. Oui. J'aimerais qu'on mentionne les coordonnées. Les gens, vous êtes présents partout au Québec et il y a un numéro 1-800, un numéro Région de Montréal et il y a bien sûr le site Réseau avant de craquer. Pouvez-vous nous mentionner les coordonnées pour vous joindre à la FAPAM? Oui, bien sûr. Donc, le site web est tout simple. C'est le www.avantdecraquer.com. On a également une page Facebook du même nom. Et les gens peuvent nous rejoindre par téléphone au 1-855-CRAQUER. Donc, le 1-855-272-7837. Et ça permet aux gens d'accéder directement à l'association, leur association locale. Donc, si vous habitez Roberval et que vous composez ce numéro, vous allez arriver directement au centre Nelligan. Et si vous composez ce même numéro et que vous êtes à Québec, vous allez arriver à la boussole. Oui. Il y a un peu partout, dans la région de Montréal aussi, évidemment, des services. Et un peu partout, partout où on se trouve, en fait, on peut avoir des services de votre part. Tout à fait. Merci. Donc, oui, merci. On peut aller sur le site Internet et voir, là, il y a un calendrier également d'activités de nos associations, ainsi que les coordonnées pour chacune des régions du Québec. Donc, je rappelle le site web avantdecraquer.com, sinon 1-855-CRAQUER, donc le numéro de téléphone. Merci beaucoup, Mme Fradette, d'avoir été des nôtres. Ça me fait plaisir. Je vous dis à la prochaine. Oui, bonne continuité. Au revoir. Et au revoir. Au revoir, merci. Nous apprécions toujours vos commentaires par téléphone. Composez le 514-990-9604 dans le 514-990-9604. Nous voici maintenant rendus au bloc Espresso. Bonjour Pierre Laporte. Salut Yvan. Et bonjour Ghislain Malo. Bonjour. Le perfectionnisme, est-ce qu'on est un peu tous, finalement, Pierre? C'est ça ton sujet d'aujourd'hui? Oui, je pense qu'on est un peu ici à la radio. Quand on fait de la radio, on est un peu perfectionniste. Oui, c'est le seul temps dans notre vie. On essaie d'être perfectionniste. D'être parfait, mais, mais personne ne l'est. On ne l'est pas. Mais là, c'est plus quand ça devient un trouble de la personnalité ou une maladie. Mais je ne pourrais pas dire maladie. Une maladie entre guillemets. Quand ça devient maladie. Très de
personnalité extrême. Ouais. Ouais. Si on regarde tout d'abord dans Wikipédia, qu'est-ce qu'on nous dit pour le perfectionnisme? La définition de Wikipédia, c'est « Le perfectionnisme consiste à se comporter comme si la perfection pouvait et devait être atteinte. Sous sa forme extrême ou pathologique, le perfectionniste considère toute imperfection comme inacceptable. » Ça, c'est ce que nous dit Wikipédia. C'est une bonne définition. Donc, il n'accepte pas, faut que ça soit parfait, faut que ça soit, c'est Ça un veut peu dire maladif. que même ça veut dire que l'atteinte n'est jamais obtenue. Non, c'est ça, on Non, n'est jamais parce que la satisfait. perfection n'existe pas. C'est ça. En tout cas, chez l'être humain. Mais voici quelques passages d'un article écrit par Mme Patricia Ramirez, qui est psychologue du sport et qui est aussi conférencière. Elle nous dit... depuis l'enfance, nos parents et professeurs nous inculquent le prix de l'effort, l'importance de l'engagement et du travail à accomplir pour réaliser nos rêves, et à quel point il est important de tout bien faire comme il faut. Jusqu'à là, amen. Mais où se situe la limite entre les choses bien faites et les choses parfaite? Combien de temps perd-on à passer et repasser sur une tâche, une relation, une réplique parce que l'on se dit que l'on pourrait mieux faire? Beaucoup souffrent d'anxiété et de frustration au travail et dans leur vie personnelle, autant sociale, parce qu'ils ont la sensation de ne jamais en faire assez, de pouvoir faire mieux, et ils se sentent coupables. Coupables pour des détails que les autres ne seront jamais capables de comprendre. Viser la perfection est improbable, absurde et inefficace. Rien n'est parfait parce qu'on garde toujours l'impression de pouvoir faire mieux. Le temps que l'on consacre à ces détails que personne ne comprend, on peut l'utiliser pour améliorer sa qualité de vie à condition de laisser couler et de ne pas s'en faire. Madame Ramirez nous dit « Le perfectionnisme est un monstre qui fait les gros yeux quand on ne lui prête pas attention. Il est ami de la mauvaise conscience, une sorcière qui monte parfois sur ses grands chevaux et vous fait souffrir. » Parfois, on rationalise trop, on se cherche des explications pour arriver à l'argument qui aura le don de nous apaiser. Mais cela ne fonctionne pas à chaque fois. Il arrive qu'on donne trop d'explications à son esprit, qu'on ruine trop les choses et que de cette façon, on donne trop d'importance à ce qui nous tourmente. Mieux vaut rester calme et à chaque fois que l'esprit génère préoccupation et peur, lui offrir une explication digne d'apaiser, de faire baisser le niveau d'anxiété et de frustration, voire de peur. Mais c'est difficile de dealer avec être trop perfectionniste ou te contenter d'une médiocrité ou de l'ordinaire pas très bon, surtout dans un milieu de travail. C'est pas évident. Mais comme tu disais tantôt, c'est de viser le mieux possible, mais de ne pas en faire une maladie. Tu sais, on nous a appris ça, puis c'est vrai. Quand tu travailles bien. Un peu. Je me demande si, avec le temps, on n'est pas il y a pas de plus en plus de gens qui sont perfectionnistes. Je veux dire par là, on est rendu bien lancé dans les années 2000. Ouais. Il me semble qu'il y aurait peut-être plus de perfectionnistes vu qu'on a les ordinateurs qui sont là pour nous faire du travail parfait. Le sens du détail est plus recherché, puis la photo parfaite, puis c'est ça. Peut-être qu'on a développé ça, effectivement. Ça peut causer des problèmes. Ouais. Mais Mme Ramirez poursuit en disant... Vous rendez-vous compte que vous passez votre vie à argumenter et à lutter contre vous-même. Vous rendez-vous compte que cela ne fonctionne pas, que maintes et maintes fois votre monstre perfectionniste et votre sorcière de la mauvaise conscience vous boycottent, qu'il ne vous laisse pas être heureux. L'heure est venue de vous passer d'eux. Votre conscience, votre perfectionnisme et en définitive vos pensées ont l'importance que vous voulez bien leur donner. Ce sont des messages que vous vous envoyez à vous-même, des impressions, des interprétations, mais ce n'est pas la réalité. Il faut apprendre à ne pas leur prêter attention. La façon dont votre esprit appréhende son environnement, c'est à vous d'en décider. Personne ne vous impose votre style de pensée. Personne ne vous a demandé de vous accabler, de vous sentir mal, de souffrir en dépit du fait que vous transportiez cette habitude dans votre bagage et dans l'éducation que vous avez reçue. Peu importe qu'on vous l'ait inculqué, vous pouvez vous en débarrasser quand vous le voulez et quand vous vous sentez prêt. Ces émotions comme la tristesse et l'anxiété ne requièrent pas de solution. Il suffit juste d'observer les choses d'un œil nouveau.
Comment se débarrasser du perfectionnisme et de la mauvaise conscience? La première étape consiste à se convaincre que l'on a fait de son mieux, qu'on y a mis du sien avec enthousiasme et intérêt. Personne n'est obligé de donner plus que ce qu'il a. Une fois qu'on le sait, on peut déjà avancer. Avancer implique de ne pas prêter attention, ne pas écouter l'esprit. L'existence des pensées ne signifie pas qu'on doive s'en soucier. Pensez à cette métaphore de l'enfant capricieux. Qu'un enfant fasse un caprice dans la rue parce qu'il veut que vous lui achetiez quelque chose ne vous oblige pas à la lui acheter. Vous auriez tort de le faire. Alors, je vais poursuivre plus tard dans l'émission. À l'allonger, effectivement, Ouais. sur le perfectionnisme. Merci Pierre, merci Ghislain. On poursuit la Folie douce. À venir dans l'émission Folie douce, notre collaborateur Jean-François Plouffe d'Action Autonomie nous parle d'autorisation judiciaire de soins. À l'Espresso allongé, on poursuit sur le perfectionnisme. Vous entendrez aussi en chanson Cœur croisé de Polo et Pan et Polaroid de Alex Nevsky. Vous souhaitez réagir aux propos de l'émission, vous désirez participer à Folie douce, vous avez des idées pour nous, écrivez-nous par courriel à l'adresse foliedouce@antenne.qc.ca ou téléphonez-nous au 514-990-9604. Vous écoutez Folie douce, l'émission hebdomadaire qui démystifie les problématiques de santé mentale depuis plus de 25 ans. De retour au micro dans quelques instants. De retour au micro à Folie douce, l'émission qui démystifie les problèmes de santé mentale depuis plus de 25 ans. C'est avec plaisir que je reçois Jean-François Plouffe. Bonjour Jean-François. Bonjour. D'Action Autonomie, bien sûr, que tu nous amènes beaucoup de sujets fort intéressants, des sujets qui méritent qu'on s'y attarde. Et aujourd'hui, tu vas nous parler de l'autorisation judiciaire de soins en santé mentale, dans notre cas surtout. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire pour partir le sujet, en fait? Ce qu'il faut savoir, c'est que la loi permet à un médecin de forcer une personne à prendre un médicament contre sa volonté, dans la mesure où il y est autorisé par un tribunal. Okay. La loi sur les services de santé et services sociaux, dans son article 9, prévoit que nul ne peut être soumis sans son consentement à des soins. Ça veut dire qu'en règle générale, tous les citoyens ont le droit de consentir à leur traitement, et si le traitement ne leur convient pas, ils peuvent le refuser. Et ça, même si le fait de refuser le traitement peut amener une dégradation de l'état de santé de la personne ou même son propre décès, la personne a le droit de ne pas accepter de subir un traitement. Et dans ces cas-là, si on veut la forcer à le faire, il faut aller chercher un jugement de la Cour supérieure pour faire en sorte qu'elle soit forcée de subir ce traitement. Parce que les gens qui sont hospitalisés, souvent, où ça va arriver, le médecin va tenter de prescrire quelque chose, la personne ne veut pas. J'imagine que le médecin va essayer de convaincre la personne d'abord, mais quand ça en fait, les médecins agissent souvent, pas toujours, mais souvent de façon autoritaire avec les personnes. On a des gens, beaucoup, qui nous ont dit que le médecin leur avait dit « Si vous n'acceptez pas volontairement de prendre ce médicament-là, je vais vous y forcer. »
par un jugement de cour. Okay. Et ça, c'est agir de façon complètement illégale parce que le critère pour obtenir une autorisation judiciaire de soins, c'est de faire la démonstration que la personne n'est pas en mesure de consentir, qu'elle n'a pas les facultés suffisamment éclairées pour donner justement un consentement valide à un traitement. Et donc, comme elle ne peut pas y consentir elle-même, le tribunal autorise le médecin à procéder, même si la personne s'oppose. Mais la personne, c'est ça qui peut avoir déjà connu un médicament, comme tu nous avais déjà mentionné ça, je pense, avant, peut penser que certains médicaments lui font des effets secondaires, donc refuse ce traitement pour cette raison-là. Tout à fait. Mais quand le médecin dit ou bien vous consentez ou bien je vais chercher un jugement, il pose l'idée que si la personne consent à ce que est de l'avis du médecin, elle est correcte, elle est capable de consentir, il n'y a pas de problème. Mais si elle n'est pas du même avis du médecin, c'est parce qu'elle n'a pas toutes ses facultés et qu'elle n'est pas capable de réfléchir par elle-même. Ouais. Et ça, c'est très insidieux et c'est très répressif pour les personnes. Et donc, effectivement, quand les personnes s'opposent à prendre des médicaments ou à subir des traitements, c'est souvent pour de très bonnes raisons. C'est parce qu'elles elles connaissent souvent l'effet de ces médicaments-là sur elles, dans leur cas particulier, et elles savent qu'ils leur procurent des effets secondaires qui sont plus nuisibles, plus entravants, plus handicapants que les effets bénéfiques qu'elles peuvent éventuellement tirer du même médicament. Et souvent, ces informations-là sont transmises de façon très claire par les patients à leurs médecins, et les médecins, dans beaucoup de cas, ne les écoutent pas et leur disent « c'est ça le traitement que vous devez subir, et si vous ne le subissez pas de gré, vous le subirez de force. » Et c'est pour ça que nous, on parle de l'autorisation judiciaire de soins comme d'une prison chimique, parce que on n'est plus obligé de garder d'enfermer pour de longues périodes une personne. On peut tout simplement la neutraliser en lui donnant un médicament qui va lui faire perdre tous ses moyens, qui va la rendre complètement zombie, souvent sur le neutre, là, plus capable de rien faire, plus intéressée à rien, et qui va tout simplement rester chez elle et végéter comme ça pendant les 2 ou les 3 années que dure l'autorisation judiciaire de soins. Et c'est du temps qui est perdu à jamais pour la personne, et c'est le contraire de guérir une personne. Il s'agit de la neutraliser, de l'empêcher de déranger, et finalement de pouvoir traiter ou faire autre chose que de s'occuper d'elle pour la guérir ou pour lui aider à aller mieux. Dans l'opinion publique, avec les différents drames qu'on a pu voir dans l'actualité, ces choses-là, premier réflexe, on va dire la personne n'avait pas ses médicaments. Donc, la tendance de la société en général, qui ne sont pas vraiment au courant de tout ça, vont dire, ben oui, effectivement, il faut qu'elle soit médicamentée et même contre son gré. Donc, dans le fond, on a un peu à se battre avec la mentalité des gens en général aussi. Là. C'est ça, parce qu'un médicament, et il y a des gens pour qui les médicaments, ils sont bénéfiques, puis ils font des effets corrects, et puis ces personnes-là, généralement, ne refusent pas de prendre des médicaments parce qu'ils correspondent aux besoins qu'elles en ont. Mais il y a plein d'autres façons qui peuvent exister, notamment la psychothérapie, pour aider des personnes qui ont des problèmes personnels, etc., qui vivent de l'anxiété. Par exemple, on prescrit beaucoup des anti-anxiolytiques à des gens qui leur font perdre toute leur énergie, alors que souvent, ce dont elles ont besoin, c'est d'en parler. Puis, moi, j'ai déjà entendu des gens me raconter que leur psychiatre leur disait « Moi, je suis pas là pour t'écouter, là, je suis là pour te guérir, puis pour te guérir, ben ça te prend des médicaments. » Donc, il y a pas d'espace souvent, pas toujours, encore une fois, mais souvent, il n'y a pas d'espace de dialogue, il n'y a pas d'espace d'écoute, il n'y a pas de temps d'écoute, surtout avec les réformes de la santé là, qui font pression sur le personnel pour qu'ils agissent de façon de plus en plus rapide et efficace, entre guillemets. Donc, il n'y a plus d'espace pour discuter, pour communiquer entre le médecin et son patient. Il n'y a souvent pas de volonté de la part des médecins aussi, et donc, on y va avec la solution facile, qui est de médicamenter la personne, alors qu'il y a des études qui démontrent que, hors de tout doute, que la médication est presque 2 fois plus efficace quand elle s'accompagne d'une psychothérapie. Sauf que la psychothérapie, il y en a à peu près
plus dans le réseau public, c'est très difficile à obtenir, et dans le privé ou autrement, ce n'est pas couvert par l'assurance maladie. Ce qui fait que pour avoir une psychothérapie, il faut être capable de payer 100-125 $ de l'heure un psychologue privé, et évidemment, c'est pas tout le monde qui peut se le permettre. C'est des choix qu'on a fait, que la société a fait. En fait, c'est pas nécessairement nous qui avons fait ça, mais les décideurs ont fait ça, puis à quelque part, les résultats, bon, on peut pas dire qu'ils sont concluants, là. Juste la médication, c'est pas toujours efficace pour tout le monde, comme tu le dis, là. Non, exactement. Effectivement. Donc, finalement, quand on continue en autorisation judiciaire de soins, ça existe depuis longtemps, ça, d'abord, parce qu'on a parlé dans une récente chronique, en fait, de la garde là, en établissement qui est forcée, mais ça, c'est un peu ce qui vient après, là, en fait, si on veut... En fait, la médicamentation forcée ou le traitement forcé, ça existe depuis toujours, et c'est seulement depuis récemment, depuis peut-être les années 80, que la loi encadre ça. La loi sur les services de santé et services sociaux, la charte des droits et libertés de la personne du Québec, qui date de 1975, reconnaît des droits fondamentaux à des personnes. Avant, on ne demandait pas leur avis aux gens, puis on forçait, puis c'est tout. Ça finissait là, dans l'indifférence générale et à perpétuité. Maintenant, il y a un encadrement depuis une trentaine d'années de ces pratiques-là. Mais c'est pas une loi comme telle, c'est plus des conseils, c'est pas comme on peut pas dire. C'est des dispositions notamment du Code civil qui prévoient ça. Et oui, c'est encadré de façon quand même très, très précise. Et il faut, l'hôpital doit faire, l'institution doit faire la preuve que la personne n'est pas en mesure de consentir. Dans une émission précédente, je parlais de la garde en établissement où là, il y avait une autre preuve à faire qui était la dangerosité de la personne. Mais souvent, tout ça devient mélangé et l'avocat de l'hôpital va dire la personne présente un danger, pourrait être agressive si elle ne prend pas ce médicament-là. Il faut donc le lui donner. Mais c'est pas ça le critère. Si on trouve qu'elle représente un danger, il faut demander une garde en établissement. Il ne faut pas demander une autorisation judiciaire de soins. Et ça, personne, c'est ça. Et les juges eux-mêmes s'y perdent un peu, là. Ils font une confiance aveugle souvent aux hôpitaux. Et donc, il y a des jugements qui sont rendus qui ne sont pas conformes aux dispositions de la loi parce que la preuve n'a pas été clairement faite que la personne n'est pas en mesure de consentir. Et non seulement ça, ce qui se produit aussi très, très souvent, c'est que la personne n'est même pas présente en cours au moment où ces audiences-là se passent. Elle n'est pas non plus représentée par un avocat. Et donc, le juge, encore une fois, comme pour les gardes en établissement, rend jugement en ayant entendu une seule des deux parties, ce qui est contraire aux dispositions du Code de procédure civile et qui, normalement, devrait rendre chacune de ces décisions-là invalide. Mais, évidemment, les personnes n'ont pas les ressources, n'ont pas la connaissance qu'il faut pour être capable d'amener ça en appel puis de se monter une preuve là, qui soit recevable devant la cour d'appel. Donc, la vie continue dans l'indifférence générale et ces personnes-là sont abusées dans leurs droits de façon quasi systématique parce qu'il faut savoir que la très grande majorité, peut-être 85-90% des demandes d'autorisation judiciaire de soins sont accordées par les tribunaux. Et qu'est-ce qu'il faut faire? Parce que c'est toujours intéressant, les gens qui sont un peu démunis face à ça. Qu'est-ce qu'on peut faire si on est forcé, justement, à avoir... Ce qu'il faut savoir, c'est que là, évidemment, le médecin a le gros bout du bâton. Il est autorisé à administrer la médication, mais il n'est quand même pas obligé de le faire. Donc, nous, ce qu'on conseille aux gens, c'est de se conformer aux règles, au jugement et de prendre la médication au moins pendant un certain nombre de semaines ou de mois. Et par la suite, d'essayer d'établir un dialogue avec le médecin, de dire, bon, ben là, je l'ai pris pendant un certain temps, ça me fait tel et tel effet secondaire. Est-ce qu'on pourrait pas penser à soit changer de médicament ou soit diminuer la dose de ce médicament-là pour diminuer mes effets secondaires? Et le médecin, si il est ouvert à ces propositions-là, peut très bien, dans le respect de la décision du juge, diminuer la dose. Parce que le juge, il s'en remet à l'hôpital et au médecin pour dire, vous allez administrer le traitement qui est requis par l'état de la personne. Exactement. Et donc, théoriquement, on pourrait même interrompre le traitement si la personne fait la démonstration puis convainc son médecin qu'elle n'a plus besoin du médicament. Le médecin pourrait interrompre complètement le traitement. Donc, il faut le plus possible se bâtir une crédibilité avec le médecin et lui démontrer qu'on est conscient du pourquoi le médicament nous est, de ce que devraient être les effets du médicament et être capable de
communiquer aux médecins les effets qu'ils produisent sur nous, sur notre cas particulier, et à partir de là, être capable de faire une œuvre de conviction auprès du médecin pour lui dire, ben, est-ce qu'on peut, vous puis moi, s'entendre que c'est peut-être pas le meilleur traitement, puis essayer peut-être de trouver quelque chose d'alternatif, et même de proposer des choses, de dire, moi, je fais partie d'un groupe, par exemple, pour les personnes atteintes de schizophrénie, dont on dit souvent qu'elles sont pas conscientes qu'elles ont un problème, ben, il y a des groupes d'entendeurs de voix. Donc, si on va là-dedans, dans ces groupes-là, et qu'on est capable de dire au bout d'un certain nombre de mois, ben ça m'aide à gérer les voix que j'entends, j'ai peut-être moins besoin de médication, on peut espérer que le médecin va comprendre et va peut-être atténuer un peu la médication, mais encore là, il n'y a aucune obligation, il peut continuer, et ça arrive souvent, il peut continuer de la même façon qu'avant, en n'écoutant pas, puis en en faisant qu'à sa tête. Chose est sûre, c'est plus on communique et plus on se montre connaissant de la chose, ça va pas nous nuire, au contraire, je pense. C'est ça. Plus on est crédible. L'autre clé aussi, c'est peut-être de se faire accompagner de gens. Si on a des proches qui sont capables de témoigner qu'on va mieux, ben ça peut convaincre le médecin. Moi, je dis souvent aux gens que vous disiez que ça va bien, c'est une chose, mais que quelqu'un d'autre dise que vous allez mieux, c'est souvent beaucoup plus crédible aux yeux du médecin. Effectivement. C'est dommage, mais c'est comme ça que ça fonctionne. Et on faut faire ce qu'il faut, mais c'est ça, ça va changer. Il faut aussi rappeler en terminant il y a des médecins qui sont réticents à recevoir des accompagnateurs avec leurs patients, mais il faut savoir que la loi sur les services de santé et services sociaux autorise dans tous les cas une personne d'être accompagnée de la personne de son choix quand elle va voir son médecin. C'est toujours bon à savoir. En terminant, Jean-François, on peut mentionner les coordonnées d'Action Autonomie. Ben voilà, on peut nous rejoindre au téléphone au 514-525-5060 et on peut aussi visiter notre site Internet au www.actionautonomie en un seul mot.qc.ca. Merci beaucoup, Jean-François Plouffe, et à la prochaine. À la prochaine. Merci. Voulez-vous savoir de quoi on a l'air puis qu'est-ce qu'on mange en hiver? Venez découvrir notre site web antenne.qc.ca. antenne.qc.ca. Nous poursuivons au micro avec le sujet entamé plus tôt, Pierre Laporte et Ghislain Malo ici présents. Oui. Le perfectionnisme. Oui, c'est savoir comment être bon sans en faire trop. Sans que ça devienne maladif. Exactement. C'est d'après un article que j'ai pris sur Internet de Mme Patricia Ramirez, qui est psychologue du sport et conférencière. Tantôt, je parlais de l'exemple qu'elle nous donne d'un jeune enfant qui se met à faire des crises. Des crises sur la rue parce qu'il voudrait qu'on lui achète un jouet. Oui. Tu proposais, je pense, un peu de... Oui, bien, Mme Ramirez nous dit que rien ne nous oblige à lui acheter. Vous auriez tort de le faire. Elle nous dit la technique adéquate dans cette situation est de dire à l'enfant d'un ton tranquille et patient: quand ça te passera, on continuera à marcher. Oui. Et de le laisser pleurer jusqu'à ce qu'il se calme. Oui, mais ça, c'est pas du perfectionnisme. Ça, non. C'est plier au caprice. Mais en fait, c'est de ne pas plier au caprice. Oui. Mme Ramirez nous dit: ainsi doit-on agir avec les pensées insistantes et les exigences du perfectionnisme. Quand elles se présentent à votre esprit, observez-les comme si elles ne faisaient pas partie de vous et dites-leur, et je cite, « Je sais que vous êtes là, mais si ça ne vous embête pas, je vais continuer à profiter de mon livre ou de mon film ou de quel que ce soit que vous faites à ce moment-là, et quand vous voudrez, vous pourrez partir. » Donc, elle donne comme exemple, elle dit, agissez envers ça, envers votre perfectionnisme. Comme avec un enfant, là, qui capricieux, oui. Ouais, c'est ça. En beau québécois, ça serait achalez-moi pas. Achalez-moi pas, j'ai des affaires à faire, puis c'est beau, là. Sacrez votre camp. Dans le sens, c'est ça qui nous freine, en fait, d'être trop perfectionniste. Exactement. J'ai d'autres choses à faire, puis ça va pas s'enlever. C'est souvent de ne pas se concentrer sur des bêtises ou du détail. Exactement, mais Mme Ramirez nous dit qu'on doit donner un visage à toutes ces pensées. Okay. Ça devient plus facile après ça de les repousser. Les repousser, les contrôler. Ouais. Oui, elle nous dit c'est ce qu'on appelle ne pas leur prêter attention. Parce qu'au moment où vous leur prêtez attention, votre esprit les prend pour des préoccupations dont on doit se soucier et vous le répète encore et toujours. Maintenant, il existe des exercices basés surtout sur l'humour qui pourront vous aider à surmonter votre perfectionnisme. Chaque fois que vous sentez le poids
des exigences. Premièrement, elle nous dit: imaginez le monstre du perfectionnisme à l'intérieur de votre tête. Donnez-lui un aspect amusant et faites le geste mental de lui mettre un sparadrap ou en bon français un scotch tape sur la bouche tout en lui disant: toi, petit bavard, tu parles beaucoup, mais tu aides peu. Je vais maintenant profiter de ce que je suis en train de faire. Plus tard, si j'en ai envie, je t'enlève le sparadrap. Deuxième technique. Le fameux sparadrap. Oui. Là, on parle beaucoup de faire subir le perfectionnisme à soi-même, mais c'est quand on le fait subir aux autres. Oui, ça, c'est autre chose. Oui, oui, ça, c'est pas drôle non plus pour celui qui le subit. Oui. Maintenant, une deuxième technique, Mme Ramirez nous dit: imaginez aussi votre sorcière de la mauvaise conscience et votre monstre du perfectionnisme sur un manche à balai et envoyez-les en voyage spatial. Dites-leur: merci de vos conseils, mais si cela ne vous dérange pas, je vais continuer ce que j'étais en train de faire. Il existe une infinité d'exercices similaires. Plus ils sont créatifs et amusants, mieux c'est. Leur finalité est de vous faire accepter ce qui vous préoccupe et en même temps de ne pas y prêter attention, parce que ce à quoi on prête attention grandit et gagne en puissance. Vous seul pouvez décider si ce perfectionnisme est important et vous menace. Vous lui donnez de la valeur, vous y revenez sans cesse, vous argumentez avec lui donnez raison, vous vous sentez coupable et c'est là qu'il vous bloque. Ou encore pire, il vous empêche d'être heureux et de vous concentrer sur le présent. Il est temps d'arrêter de se boycotter. Rire de la situation vous donne le contrôle. Et pas d'inquiétude, rire ne fait pas de vous des gens peu responsables. Vous n'allez pas sombrer dans la décadence. Ce que vous obtiendrez, en revanche, c'est le bien-être et le fait de ne pas vous convertir en cette personne horrible que vous n'êtes pas. Il faut peut-être aussi grader la situation, dans le sens que si c'est bien important, dire... Tu peux être perfectionniste si ça a peu d'importance. Ben moi, je te dirais que le perfectionnisme, ça touche tout. Ça touche ce qui n'est pas important. Comme on dit, il y a toujours le pied au plancher pour ça. Je le disais à la blague, mais c'est vrai qu'on l'est un peu ici. On n'a comme pas le choix. Quand tu fais un produit de communication, une émission de radio en l'occurrence, tu as besoin d'être un peu perfectionniste sans que ça devienne mais trop, quand on a des problèmes, là, ça peut devenir handicapant. Il faut arrêter, c'est ça. Il ne faut pas trop s'emballer. Là. Oui. Mme Ramirez nous dit: bon nombre de pensées inutiles disparaîtront si vous rompez vos habitudes négatives. Rompre une habitude est plus simple que de vouloir modifier l'esprit. On peut renoncer à une habitude nous conduisant tout droit au perfectionnisme en s'imposant des horaires de travail. Bon nombre de perfectionnistes se laissent emporter par leur travail. Ils ne se fixent pas d'heures, ne s'organisent pas, ne tracent pas de limites et leur esprit travaille et rumine de manière constante. Pour rompre l'habitude, il est conseillé d'établir des plages horaires pendant lesquelles on ne peut pas travailler et remplir ce laps de temps en faisant ce qui nous plaît. C'est-à-dire faire du sport, passer du temps avec sa famille, aller au cinéma, lire ou ne rien faire. En terminant, les pensées ne sont ni bonnes, ni mauvaises, ni négatives, ni positives. Elles sont utiles ou inutiles. À vous de les trier. Les pensées inutiles sont ces préoccupations qui, au moment présent, ici et maintenant, n'ont aucune solution à offrir. Elles peuvent, au bout de 2 heures ou de 2 mois, se convertir en pensées utiles, mais à ce moment précis, elles ne le sont pas. Oui. Alors, je m'arrête ici. Oui, on peut donner la référence encore une fois. Bien sûr, elle se retrouve sur notre site web, là, mais on peut... qu'est-ce que les gens cherchent? Là, oui, en fait, l'article a pour titre « L'autocritique est votre meilleur ennemi ». C'est ça qu'il faut chercher. Et de qui? Je répète, c'est Mme Patricia Ramirez. Elle est psychologue du sport et conférencière. Merci beaucoup. Le perfectionnisme. Merci, Ghislain Malo, également, pour ta participation. On poursuit à Folie douce. Vous souhaitez écouter l'émission Folie douce au moment qui vous convient le mieux? Branchez-vous sur notre site web pour accéder à notre canal radio sur YouTube. Antenne.qc.ca, antenne.qc.ca. Pour conclure ce rendez-vous de Folie douce, nomenclature des chansons en ma compagnie, Ghislain Malo. Oui. On écoutait en début d'émission Saison estivale. De Dilarama. On a entendu Je m'y attendais pas. De Cléa Vincent.
Dans la deuxième partie de l'émission, on a entendu la chanson Cœur croisé. De Polo et Pan. Et à l'instant, on a écouté Polaroid. De Alex Nevsky. Ben voilà, merci beaucoup pour votre choix musical. À toi et à Pierre, merci pour ta recherche, Ghislain, et ta participation au micro. Merci. Merci Pierre pour la mise en onde et les espressos. Bienvenue. Les espressos, donc, on parlait du perfectionnisme. On a eu en début d'émission, en fait, notre invitée Hélène Fradet de la FAPAM et de tous les projets au niveau de la santé mentale. Je remercie notre collaborateur Jean-François Plouffe qui nous a parlé de l'autorisation judiciaire de soins en santé mentale. Alors, tout ça dans le menu de Folie douce cette semaine. C'est Yvan Bugeaud à l'animation. Bonne semaine et à la prochaine Folie douce. Au revoir. Bop